Bonjour à tous, bonjour Antoine et bienvenue pour ce deuxième épisode des Rendez-vous de l'actu. Nous allons effectivement évoquer un sujet qui fait débat depuis plusieurs années et qui est remis en lumière compte tenu de la crise sanitaire. Sous la forme de cette question, faut-il ou pas un RSA jeune ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous a paru important de circonscrire la thématique. Lorsqu'on parle de jeunes, on peut circonscrire selon l'âge. En l'espèce, l'INSEE va jusqu'à 29 ans. Dans notre cas d'espèce, nous allons nous intéresser à la situation des jeunes de 18 à 24 ans, considérant qu'ils sont exclus du dispositif actuel du RSA. On peut évoquer la jeunesse selon la situation au regard du système éducatif et ou du marché du travail. Plusieurs rapports ont fait état. Nous nous intéresserons à celui du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge qui catégorise les jeunes en étudiants, stagiaires, contrats de professionnalisation, apprentissage, sortant du système scolaire diplômés ou non diplômés, en activité et les NEET, c'est-à-dire les ni étudiants, ni employés, ni stagiaires. Concernant le RSA, il s'agit bien entendu du revenu de solidarité active qui a remplacé le RMI en 2009. Il concerne les personnes âgées de plus de 25 ans, même s'il est ouvert à moins de 25 ans, sous certaines conditions que Antoine vous présentera tout à l'heure. D'un montant forfaitaire de 564,78 €, il couvre 2 millions de bénéficiaires et connaît une hausse substantielle compte tenu de la crise Covid. Le périmètre étant ainsi défini, il nous a paru important de ne pas répondre à la question « faut-il un RSA jeune ?» de manière binaire, non, oui. Donc, nous allons nous intéresser dans une première partie sur les adaptations du système de protection sociale aux spécificités de la jeunesse et les limites du système actuel. Puis, dans un second temps, quel revenu minimum pourrait être octroyé aux jeunes demain, ainsi que les coordinations institutionnelles. Alors Antoine, de quelle manière le système de protection sociale a-t-il évolué ? Alors, merci Émilie, bonjour à tous. Comme l'a présenté Émilie, dans cette première partie, nous allons nous intéresser donc aux caractéristiques de la protection sociale de la jeunesse en France. Et cette protection sociale aujourd'hui est fondée sur deux piliers, comme le montre le rapport du Haut Conseil de la famille de 2016 évoqué en introduction. D'abord, un soutien familial aux enfants majeurs pour leur formation et leur insertion professionnelle, et des aides publiques qui sont versées directement aux familles pour les aider à assumer cette charge. D'où un paradoxe qui apparaît dans les chiffres qui sont repris ci-dessous et dans le tableau. On a un montant élevé d'aide financière aux jeunes en France, plus de 64 milliards d'euros en 2016, mais sur ces 64 milliards d'euros, il y a déjà près de la moitié qui sont en fait des dépenses, des transferts en nature sous forme de dépenses d'éducation, également plus de 9 milliards d'euros de dépenses qui transitent par les parents et qui ne sont pas versées directement aux jeunes. Et puis également, comme le relève le rapport, au final, 80% des prestations, des aides qui sont versées à destination des jeunes sont conditionnées aux caractéristiques de leur famille, essentiellement taille du ménage et revenus des parents. Néanmoins, on peut noter que le système de protection sociale en France a connu progressivement une relative évolution d'un système familialisé vers un système un peu plus individualisé, avec le développement d'un certain nombre de prestations qui sont versées en particulier par les caisses d'allocation familiale, ce qui fait d'ailleurs signe vers un élargissement du public des CAF vers les jeunes. On a par exemple l'allocation adulte handicapé qui est ouverte à 20 ans, et à partir même de 16 ans sous certaines conditions. La prime d'activité ouverte à 18 ans. Bien entendu, les aides au logement. Les prestations en nature via le statut d'assuré, notamment d'assurance maladie à partir de 18 ans. La complémentaire santé solidaire. Et puis aussi pour les jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, le contrat jeune majeur proposé à 18 ans. Et puis pour terminer, l'allocation spécifique de solidarité en matière de chômage, même si les conditions sont un peu plus restrictives. Il reste néanmoins un blocage persistant, c'est le revenu minimum pour les jeunes. Alors, il y a certes eu une ouverture du RSA aux moins de 25 ans sous deux formes. D'abord, le RSA attribué aux jeunes parents et aux parents isolés, et puis le RSA jeune actif, qui est ouvert à partir de 2 ans d'activité antérieure. Au niveau des effectifs, en 2018,
on avait 91 000 bénéficiaires du RSA âgés de moins de 25 ans, dont seulement environ 780 au titre du RSA jeune actif. Et puis, comme le montre le graphique ci-contre, on a finalement une grande minorité d'allocataires du RSA qui sont des jeunes, puisque les moins de 29 ans parmi les allocataires du RSA représentent environ 400 000 bénéficiaires sur le total. Et puis l'absence de revenu minimum, finalement, interroge tout particulièrement pour la jeunesse, puisqu'elle est plus que d'autres catégories d'âge touchées par la précarité. Et c'est ce que va montrer à présent Émilie dans cette seconde partie. Effectivement, lorsqu'on regarde le taux de pauvreté des jeunes, donc les chiffres qui vous sont projetés sont ceux de l'Observatoire des inégalités, est beaucoup plus important sur cette catégorie d'âge par rapport aux autres tranches d'âge de la population. Et ce taux de pauvreté a augmenté puisqu'il est passé de 8 à 12,6% entre 2002 et 2018. Lorsqu'on regarde l'effet des aides sociales telles que vous les a présentées, Antoine, on voit que les dispositifs mis actuellement en place ne suffisent pas à réduire de manière drastique le taux de pauvreté sur notre catégorie que nous évoquons aujourd'hui, c'est-à-dire les 18-24 ans, alors qu'il est un levier beaucoup plus important pour la catégorie notamment des retraités, les 65 ans et plus. Dès lors, on a un atypisme sur la catégorie d'âge que nous évoquons. Alors, quels sont les deux sous-jacents de cette situation ? Le premier, c'est le taux de chômage. Comme vous le prouvent les statistiques de l'INSEE, le taux de chômage des 12-24 ans s'élève à 21,8% contre 9% pour le reste de la population. Et lorsque les jeunes sont en activité, ils font face à une précarité des contrats. Ainsi, pour mémoire, l'âge moyen du premier CDI est de 29 ans. Dans l'attente de ce premier CDI, les jeunes enchaînent pendant une période de 4 à 5 ans des contrats dits précaires, donc du CDD, mais également de l'intérim. Ainsi, le taux de CDD chez les 12-24 ans est de 26,8% contre 9,9% par exemple pour les 25-49 ans. Bien entendu, la situation est différente en fonction de la situation géographique, de l'origine sociale et du niveau de diplôme des jeunes. Ainsi, moins le jeune est diplômé, plus il sera confronté au taux de chômage. Nous vous projetons notamment le taux de chômage de 2 à 4 ans après la fin des études initiales, qui est de 48,4% pour les non-diplômés, contre 8,8% pour les diplômés du supérieur. De même, les non-diplômés sont plus à même de pouvoir avoir des contrats en intérim ou en CDD par rapport aux diplômés du supérieur qui accèdent plus facilement à des contrats en CDI. Cette situation conduit à devoir avoir un soutien accru de la famille et dès lors, là aussi, l'origine sociale et les revenus des parents conduisent à un niveau de précarité plus ou moins fort en fonction de la population visée. Dès lors, Antoine, quel a été l'impact de la crise sanitaire ? Alors, la crise sanitaire, comme le montre un rapport de l'Assemblée nationale publié en décembre 2020, se traduit en chiffres, puisqu'on a d'abord une génération sortie du système scolaire, du système de formation, plus de 700 000 jeunes sont concernés, qui vient percuter la génération déjà présente sur le marché du travail, et notamment les 600 000 jeunes déjà au chômage. Et puis également, cette crise a entraîné un décrochage important, puisque un étudiant sur 6 a arrêté ses études en raison de la crise sanitaire, avec aussi, pour terminer, une diminution très importante du nombre de jobs étudiants, en particulier lors du premier confinement, ce qui accroît leur précarité. Face à cette précarité accrue, des solutions d'urgence ont été mises en œuvre, avec des aides ciblées en faveur des étudiants, par exemple les 2 repas à 1 euro par jour au Crous, des aides financières ponctuelles à hauteur de 500 €, et puis les fameux chèques psy. Plus largement, on a aussi eu des aides à destination des jeunes actifs, aide à la mobilité, aide au recrutement des entreprises et aide locale versée en particulier par les conseils régionaux. Dans ce contexte, il apparaît néanmoins nécessaire d'apporter une réponse plus structurelle à la précarité des jeunes, qui pourrait prendre la forme d'un revenu minimum qui leur serait ouvert. La deuxième partie de notre présentation va donc s'intéresser aux
types de revenu minimum jeune qui pourraient être instaurés et au complément indispensable d'un tel dispositif. Dans une première partie de ce second temps de notre présentation, nous allons donc nous intéresser aux différents types de revenus minimum qui peuvent être ouverts aux jeunes. Et tout d'abord, bien entendu, le RSA jeune. Alors, le RSA jeune, c'est une idée déjà relativement ancienne, puisqu'elle figure dans un rapport de 2016 du député Sirugui, qui proposait plutôt d'élargir, de rassembler l'ensemble des minima sociaux autour du RSA, qui serait ouvert dès l'âge de la majorité, ainsi qu'aux mineurs émancipés, pour un coût de 5,8 milliards d'euros annuels, pour 1,4 million de jeunes majeurs hors étudiants. Cette idée, donc, à la faveur de l'actualité, a été reprise dans les débats, comme le montre une proposition de loi au Sénat qui a été rejetée néanmoins en janvier 2021. Cette proposition prévoyait donc un droit au RSA ouvert aux moins de 25 ans, hors étudiants, afin de créer un vrai revenu de base automatique et inconditionnel. Cette idée, néanmoins, fait débat, et je vais d'abord laisser la parole à Émilie pour présenter les arguments en faveur du RSA jeune. Effectivement, comme tout dispositif, il y a les pour, il y a les contre. Dans le camp des pour, notons la lutte contre la précarité. Nous en avons fait état tout à l'heure sur le taux de pauvreté des jeunes. Ensuite, lorsqu'on regarde le nombre de pays voisins, et notamment les pays européens, et nous y reviendrons tout à l'heure, beaucoup ont mis en place des minima universels sans qu'il y ait d'effet désincitatif sur l'entrée sur le marché de l'emploi. Ensuite, c'est un investissement social qui va favoriser la mobilité et l'indépendance, et c'est reconnaître la citoyenneté sociale au-delà de la citoyenneté administrative à partir de 18 ans. Quels sont les arguments contre, Antoine ? Alors, les arguments contre le RSA jeune ouvert moins de 25 ans sont assez nombreux. D'abord, c'est une option qui est jugée assez coûteuse, puisque le coût global du RSA est déjà de plus de 11 milliards d'euros par an, avec des finances des conseils départementaux qui sont déjà fragilisés par ce poids financier. Il y a également un argument qui relève de la théorie économique, avec le risque qui est pointé d'un effet désincitatif sur la recherche d'un emploi par les jeunes concernés. Est aussi relevé la faiblesse du volet accompagnement professionnel des allocataires du RSA. Quatrième argument, l'effet d'aubaine en faveur des ménages les plus aisés qui versent déjà des transferts financiers importants à leurs enfants. Et puis aussi, dernier argument, le débat autour des critères d'attribution, puisqu'il s'agit de l'articulation entre un RSA jeune et les bases d'un système social encore assez largement familiarisé. Par exemple, on peut se poser la question de savoir s'il faut inclure ou non les étudiants dans ce RSA jeune, s'il faut intégrer le recours à l'obligation alimentaire par les parents, savoir également si on peut cumuler le lien fiscal entre jeunes et parents avec le RSA, et puis se pose la question aussi de la prise en compte du revenu des parents pour l'octroi du RSA jeune. En tout état de cause, on peut relever avec Louis Morin, le président de l'Observatoire des inégalités, que la faiblesse de l'accompagnement des allocataires du RSA pose problème, et c'est pourquoi le gouvernement travaille plutôt sur des formes de revenus minimum ciblées sur les jeunes précaires avec un accompagnement à l'insertion professionnelle. Effectivement, le premier dispositif déployé par le gouvernement s'intitule Garantie Jeunes. Expérimenté en 2013, il a été généralisé en 2016. Il s'adresse plus particulièrement aux NEET, c'est-à-dire les sans emploi, sans stage et n'étant pas étudiants. Et il s'agit d'un dispositif donnant-donnant, c'est-à-dire l'octroi d'une allocation pendant un an maximal de 497 € contre une recherche active en emploi sous la forme d'un contrat que le jeune signe avec la mission locale. On compte 93 000 bénéficiaires au titre de l'exercice 2019 et le gouvernement a d'ores et déjà annoncé une cible à 200 000 au titre de l'exercice 2021. Comme pour le RSA, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Dans le camp des avantages, l'accompagnement personnalisé sur du moyen terme, 1 an, voire un prolongement de 6 mois. Et ce dispositif donnant-donnant, versement d'une allocation,
sous réserve d'une recherche active en emploi. Concernant les inconvénients, Antoine, alors, les inconvénients de la garantie jeune, c'est d'abord la cible numérique de 100 000 bénéficiaires bien inférieure au nombre total de jeunes qui sont concernés, près de 900 000. C'est aussi le fait que ce dispositif, finalement, ne vise qu'une partie limitée des jeunes précaires, puisque les jeunes précaires sont plus nombreux que les seuls NEET. Et puis enfin, on peut regretter le fait qu'il n'y ait pas d'aller vers par les missions locales en faveur des jeunes concernés. C'est pourquoi le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, dans un récent rapport de janvier 2021, propose de faire de la garantie jeune un véritable droit à l'accompagnement pour l'ensemble des jeunes, avec deux orientations principales. D'abord, l'élargissement du public de ce dispositif à l'ensemble des jeunes précaires et non aux seuls NEET, ce qui passe par un assouplissement des critères de ressources en particulier. Et en conséquence, deuxième orientation, le renforcement des moyens des missions locales en termes de personnel et de locaux pour accompagner l'ensemble de ces jeunes. Je redonne à présent la parole à Émilie pour présenter un deuxième dispositif mis en œuvre au niveau national. Le deuxième dispositif s'intitule « Un jeune, une solution ». Il s'adresse aux jeunes de 16 à 24 ans et il s'agit de la reprise de dispositifs déjà existants. Donc, un plan bâti en 3 parties, doté d'un budget de 7 milliards d'euros qui a été défini dans le cadre du plan de relance post-crise sanitaire. Ce plan prévoit donc en premier lieu de faciliter l'entrée dans la vie professionnelle au travers d'aides financières à l'embauche, mais également de missions complémentaires pour les missions de service public. Le deuxième, orienter, former 200 000 jeunes vers les secteurs d'avenir et les métiers d'avenir. On vise ici la transition écologique, le numérique, la santé et donc au travers d'offres de formation qualifiantes ou préqualifiantes. Et ensuite, l'accompagnement des jeunes éloignés dans l'emploi en construisant 300 000 parcours d'insertion sur mesure, dont la garantie jeune que nous avons évoquée tout à l'heure, mais aussi les parcours emploi-compétences. Dans la balance des avantages et inconvénients, citons la hausse significative des financements et la reprise de dispositifs existants, puisque nous le verrons, le système est extrêmement complexe. Et dans les inconvénients, la tension actuelle du marché du travail, le manque d'évaluation des dispositifs préexistants et leur multiplicité. Antoine, quels sont les dispositifs qui ont pu naître suite à la crise sanitaire ? Alors évidemment, la crise sanitaire a favorisé le développement d'initiatives locales, avec en particulier 2 propositions au cœur de l'actualité. Celle de la région Île-de-France, qui se rapproche d'une vision plutôt de la droite traditionnelle, qui prendrait la forme d'une garantie jeune avec un revenu mensuel plus élevé, mais plus limité dans le temps. Et puis une autre proposition de la métropole de Lyon, qui se rapproche de la vision du parti écologiste, avec un revenu minimum qui se rapprocherait d'un RSA jeune, avec toutefois un montant mensuel inférieure et là encore d'une durée limitée à 2 ans. Au-delà de ces initiatives locales, on peut noter qu'à la faveur de la crise ressurgissent dans le débat public des propositions qui avaient pu être formulées déjà dans le rapport du Haut Conseil de la Famille de 2016 déjà évoqué, en particulier la proposition de salaire étudiant sur le modèle des écoles de service public qui vise à remédier aux faiblesses du système de bourse. En effet, les bourses excluent 3/4 du public étudiant et leur montant maximum est inférieur au seuil de pauvreté. Et puis, proposition plus iconoclaste, celle d'une dotation jeunes adultes, en particulier pour les jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance, qui connaissent souvent une rupture brutale de leur accompagnement à 18 ans. Alors, ayant passé en revue l'ensemble des propositions de revenu minimum à destination des jeunes, nous allons insister dans un second temps sur les compléments indispensables à ce type de prestations. Effectivement, lorsqu'on regarde les dispositifs existants, on voit de nombreuses aides financières, mais également de nombreux dispositifs d'accompagnement qui font courir 3 risques aux jeunes: le non-recours, le mauvais choix et les retards de prise en charge. Nous avons tenté avec Antoine d'identifier les différents dispositifs que nous avons classés par thématique: se former, être accompagné à la recherche en emploi, travailler et les autres aides financières. La liste qui vous est présentée est loin d'être exhaustive. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque dispositif a un interlocuteur différent.
les conseils départementaux, le Pôle emploi, le ministère de la Jeunesse, le ministère du Travail. Les conditions d'octroi sont différentes, les durées sont différentes, et à ceci s'ajoutent des suppressions, des changements de nom, voire des ajouts encore en cours de déploiement. Cette complexité, elle amène à un risque de non-recours des jeunes aux prestations existantes. Ainsi, une enquête de la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a pu déterminer que 18% des 18-30 ans déclarent avoir été en situation de non-recours et plus spécifiquement, 38% déclarent ne pas savoir s'ils sont en situation de non-recours. Sur cette thématique, nous vous informons qu'un groupe d'étudiants de la 60e promotion mène actuellement une recherche-action sur l'accès aux droits des jeunes et nous ne doutons pas qu'ils seront force de proposition en la matière. Dès lors, Antoine, au-delà des dispositifs existants, se pose aussi la question du périmètre. Alors, en effet, la question du revenu minimum pour les jeunes est indissociable de celle des politiques publiques en faveur de la jeunesse, qui représentent de véritables leviers d'autonomie au-delà d'un revenu minimum. C'est le cas en particulier des politiques de l'emploi, de la politique de l'éducation et de la politique du logement sur laquelle je vais insister un peu plus particulièrement. Un chiffre d'abord. En 2016, plus d'un jeune homme sur deux ayant terminé ses études initiales depuis 4 ans vit encore chez ses parents. Cela montre que l'accès au logement représente encore une difficulté chez les jeunes en France. D'où des propositions dans le rapport COPJ évoqué tout à l'heure, de relier la garantie jeune à l'accès au logement. Il s'agirait par exemple de favoriser l'accès au logement avant l'entrée dans le dispositif, d'intégrer dans le dispositif un accompagnement au logement, ou encore de faciliter la décohabitation des jeunes bénéficiant de la garantie jeune en sortie du dispositif. Je vais maintenant redonner la parole à Émilie pour synthétiser un petit peu les leviers d'action publique en faveur de l'autonomie des jeunes à travers le schéma ci-contre. Effectivement, nous avons résumé notre propos avec le schéma qui vous est projeté. Il nous semble important déjà détecter, anticiper, accompagner, accroître et clarifier les liens institutionnels, améliorer la visibilité des aides, notamment par une simplification des démarches, des conditions d'attribution et les différents montants, et coordonner les différentes politiques publiques. Dès lors, amène une autre question. Y a-t-il un mal français sur ce sujet? Nous avons comparé en fait les pays qui affichent un taux de chômage de moins de 25 ans les plus faibles et de savoir s'il existait ou pas un revenu minimum octroyé. Sur les pays qui vous sont projetés sur la carte et qui apparaissent en vert, on remarque 2 formes de revenu minimum. D'un côté, l'Allemagne, l'Autriche, l'Irlande, le Portugal et la Suède qui versent un revenu minimum garanti à tous les jeunes majeurs, non étudiants et résidant en dehors du foyer parental. Et de l'autre côté, le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas qui ont plutôt opté pour un revenu minimum garanti à tous les jeunes dès lors que les ressources, y compris ceux du foyer parental, sont en dessous d'un certain plafond. Il nous a paru intéressant de faire un focus rapide sur le système danois. Alors effectivement, le système danois est particulièrement intéressant, emblématique d'un certain modèle. Il est fondé sur 3 piliers principaux: la gratuité des études supérieures, le système de soutien à l'éducation par l'État qui représente un système de bourse et de prêts étudiants qui assure un revenu minimum aux jeunes en études, et puis un marché du travail favorable aux jeunes avec un taux de chômage de 10% contre 19% en France avant crise et de nombreux contrats adaptés aux spécificités des étudiants. Concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, dès 18 ans, les allocations familiales sont remplacées par une allocation versée directement aux jeunes jusqu'à 415 € par mois selon le revenu mensuel. Et ensuite, tout étudiant, à peu près 80% d'une classe d'âge au Danemark, peut bénéficier d'un ensemble de bourses et de prêts étudiants qui lui garantissent un revenu minimum par mois d'au moins 800 €. Le bénéfice d'un tel système, c'est, comme le montre le tableau ci-dessous, le fait qu'en 2019, le Danemark compte le nombre de NEET au Danemark s'élève à 7 points de moins qu'en France à la même période. Évidemment, ce système a toutefois un coût important de 2,6 milliards d'euros par an, soit 1% du PIB danois. C'est pourquoi les gouvernements danois cherchent depuis quelques années à accélérer l'entrée sur le marché du travail.
À présent, je vais rendre la parole à Émilie pour amorcer la conclusion de notre présentation. Effectivement, revenons sur notre question initiale, faut-il un RSA jeune? Après échange et suite à la présentation que nous venons de faire, il nous semble que la réponse est négative s'il s'agit de faire un simple décalque du dispositif existant. Le besoin est tout autre, le besoin est nécessaire pour accompagner les jeunes dans le marché de l'emploi. Or, en la matière, nous savons que les bénéficiaires du RSA ne sont pas suffisamment accompagnés et le taux de retour en emploi est extrêmement faible. Dès lors, il serait plus opportun d'avoir un revenu minimum ou une allocation minimale avec une politique publique dédiée, mais qui couvre l'ensemble des domaines, c'est-à-dire la formation, l'emploi, le logement et tous les autres domaines que nous avons expliqués précédemment. Dès lors, se pose la question des moyens, à la fois humains. Si nous prenons, par exemple, les missions locales permanentes, les missions locales, on en compte un peu plus de 400 en France, qui comptent elles-mêmes un peu plus de 13 000 professionnels, ce qui nous semble trop peu au compte tenu du volume de jeunes à accompagner. L'autre point, il est bien entendu financier. On sait que le RSA aujourd'hui coûte un peu plus de 11 milliards d'euros et que ces dépenses vont en croissance continue. Mais bien entendu, il s'agit de notre avis, mais qu'en pensent les principaux intéressés, Antoine ? Alors, pour terminer, je vais m'appuyer sur une étude de l'adresse parue en août 2016 intitulée « Les valeurs des jeunes adultes, leur perception de l'avenir et de la protection sociale ». Comme le montre le tableau à gauche, il y a un véritable effet d'âge dans la perception du niveau d'intervention de l'État, puisque les jeunes sont plus nombreux que les autres catégories, et en particulier les plus âgés, à estimer que l'État n'en fait pas assez en la matière. Ce qui nous amène au bilan suivant. Les jeunes aspirent à la fois à une demande de protection sociale accrue et en même temps à un système plus individualisé qui favorise davantage leur autonomie. Ainsi s'achève notre présentation. Nous avons mentionné une petite bibliographie si vous souhaitez aller plus loin. Merci pour votre attention. Merci.